franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un vol, l'un des plus importants de la Seconde Guerre mondiale, celui des archives françaises de la franc-maçonnerie. Depuis son implantation en France au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie fascine l'opinion autant qu'elle la divise. Discrète, à défaut d'être réellement secrète, elle n'en est pas moins un acteur important des bouleversements politiques qu'a connus notre pays. Parmi les frères célèbres, on retrouve des écrivains, des ministres ou encore des présidents. Cette influence dans le monde des lettres, des sciences, de la politique ou de l'économie est depuis toujours source de fantasmes et de manipulations parfois. Aujourd'hui encore, combien d'hebdomadaires s'inquiètent, enquêtent, griffonnent chaque année des articles sur leur influence réelle ou supposée, sans toujours en comprendre la pensée, comme si le fantasme, une fois de plus, l'emportait. Combien sommes-nous, effectivement, à imaginer derrière les portes des loges des hommes et des femmes habillés en tenues très particulières, pratiquant des rites anciens inspirés du temps des Templiers ou de la Révolution, ayant pour héritage commun des secrets de plusieurs siècles. Mais s'agit-il vraiment de secrets ? Raconter l'histoire mouvementée des archives de la franc-maçonnerie volée et égarée au temps de l'occupation, c'est se plonger dans cet imaginaire où se côtoient fiction et mensonge, complot et mystère. La Seconde Guerre mondiale a été sans doute la période la plus douloureuse pour la franc-maçonnerie française, tant la répression par l'occupant allemand et par Vichy a été terrible, au nom d'un prétendu complot judéo-maçonnique. C'est dans ce contexte qu'une partie des archives de la franc-maçonnerie est spoliée et se volatilise dès les premiers jours de 1940, puis s'égare de nouveau au lendemain de la capitulation allemande. Après 60 longues années, les précieuses archives de la franc-maçonnerie retrouvent enfin leur place au sein des loges. Reste à savoir pourquoi elles ont été volées et surtout qu'espéraient trouver les nazis, les vichistes ou les soviétiques dans ces documents dont certains datent, rappelons-le, du XVIIIe siècle. Notre invité aujourd'hui, c'est Gilbert Abergel. Il fut le grand maître du Grand Orient de France, le patron de cette obédience, la plus importante dans ce pays. Il a tenu ce poste de 1992 à 1994 et c'est lui qui a initié la démarche de récupération des archives. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu au siège du Géo auprès de Pierre Mollier, qui est le directeur de la bibliothèque du Grand Orient de France et qui en est aussi l'historien. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 16 rue Cadet, 9e arrondissement de Paris. Depuis près de 150 ans, dans cet hôtel particulier au charme pas vraiment particulier, la plus ancienne et la plus importante obédience maçonnique d'Europe occidentale, celle du Grand Orient de France, y a pris ses quartiers. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie est synonyme de clandestinité, d'intrigue et de cérémonie où se retrouvent des hommes héritiers de sociétés nées au temps des cathédrales et de ces bâtisseurs dont ils se veulent symboliquement les héritiers. La frustration doit être grande quand certains de ces profanes à l'imagination débordante poussent un jour la porte de cet immeuble pour profiter des lieux lors de visites guidées et qu'on ne leur demande ni mot de passe, ni signe distinctif ou tenue particulière. Le secret a pour frère l'ignorance. Les mystères de la franc-maçonnerie se logent, comme souvent en histoire, dans les livres, documents ou archives de l'institution. Et c'est dans le parcours de ces documents que se cache l'une des dernières énigmes de la franc-maçonnerie qui a connu son épilogue au tout début de notre millénaire, le 23 décembre 2000. Ce jour-là, alors qu'à l'intérieur de l'immeuble du Grand Orient de France, l'atmosphère est à la célébration des fêtes de fin d'année avec la traditionnelle remise de cadeaux aux enfants, un camion s'arrête devant le 16 de la rue Cadet, avec à son bord le dernier trésor de la franc-maçonnerie. À l'entrée, on appelle Pierre Mollier, le directeur de la bibliothèque et responsable des fonds du Grand Orient. Quand il arrive à l'arrière du camion avec ses collaborateurs, il ne sait rien de son contenu. Et c'est là qu'il découvre 750 cartons, entassés l'un sur l'autre, sans indication à part quelques mots en cyrillique. Méthodiquement, il remonte ces boîtes l'une après l'autre, sans en ouvrir aucune.
Ce n'est que quelques heures plus tard qu'enfin, en petit comité, il s'autorise à découvrir ses secrets oubliés. Tel Howard Carter, l'archéologue qui découvrit en 1922 les premières marches de la tombe de Toutankhamon, Pierre Molly a face à lui l'entrée d'un territoire dont on avait perdu la trace pendant près de 50 ans. Quand il ouvre la première boîte, il n'y trouve aucun lingot, aucune carte ou potion magique, non, de simples chemises avec des feuillets. Sur certaines d'entre elles, on voit un cachet, celui de la loge des 9 sœurs. Fondée en 1776, elle fut celle de Benjamin Franklin, de Voltaire. Elle a eu une forte influence dans l'organisation des soutiens français à la Révolution américaine. Avant cette découverte, cette loge n'est qu'un mythe dont on ne connaît l'existence que grâce à des mémoires. Désormais, avec ses 150 feuillets, c'est un tout autre monde qui s'ouvre à nous, celui des faits passés. Dans chaque pochette, de nouvelles découvertes, ouvrant de nouveaux chemins qu'on pensait à jamais fermer. On y trouve des correspondances d'hommes politiques, des comptes rendus de loges, des manuscrits qui s'étalent de 1743 aux événements des années 30, pages d'histoire qui nous plongent dans le quotidien de la Révolution française jusqu'à celui de la Troisième République. Fascinant. Mais quelle est l'histoire de ce trésor inestimable, déposé un jour d'hiver, sans réception ni honneur ? Depuis quand la franc-maçonnerie avait-elle perdu ses archives? Qui les a dérobées puis cachées? Comment ont-elles retrouvé la rue Cadet? Tout commence 60 ans plus tôt, le 14 juin 1940. Et ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre. Mais l'Allemagne n'avait pas encore porté ses coups contre l'Angleterre ou la France. Le 9 avril 1940, elle s'était attaquée au Danemark et à la Norvège. La Belgique, le dimanche 10 mai 1940. Quelques jours après, tout était fini. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. À 7h45, ce 14 juin 1940, 4 voitures s'arrêtent au milieu de la cour de la préfecture de Paris. À son bord, 4 officiers allemands se présentent au préfet de police, Roger Langeron. Voilà plusieurs heures qu'on signale ici et là la présence de quelques soldats isolés à Saint-Denis, Sarcelles, sur le boulevard Saint-Michel à Paris et près de la Concorde. À 8h30, ils sont des centaines à défiler devant l'Arc de Triomphe, habillés désormais de l'étendard de la Croix gammée. À 9h, le drapeau nazi flotte sur le ministère des Affaires étrangères. À 10h, c'est sur le fronton de l'hôtel de ville que les Parisiens le découvrent, abasourdis. Un mois après l'offensive de mai 40 et 3 jours après la fuite du gouvernement, Paris passe à l'heure allemande et se barre de pancartes où l'on peut lire « Oper, Eiffelturm, Stadthotel ». Après avoir visité les ministères et commencé le dépouillement de la documentation abandonnée pendant la fuite des autorités françaises, c'est dans les locaux de loges maçonniques que débarquent des dizaines de soldats allemands. Placés sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop, ces hommes, appartenant tous au commando Kunzerk, ont pour mission, je cite, de mettre en sécurité et d'étudier les archives et documents officiels étrangers découverts lors de l'offensive allemande à l'Ouest. Au premier jour de l'occupation, le siège du Grand Orient de France, au 16 rue Cadet, est copieusement pillé. Après avoir saccagé certaines salles, fracturé quelques portes, les Allemands font main basse sur l'ensemble des documents de l'obédience. Alors que l'offensive allemande poursuit sa route vers la victoire, la chasse aux archives s'organise. À la tête de cette mission, Alfred Rosenberg, idéologue nazi, chargé personnellement par Hitler de récupérer et d'acheminer toutes les œuvres d'art et documents historiques appartenant à la France, dont les archives de la franc-maçonnerie. Quelques semaines après l'armistice, il informe les conseillers du Führer que d'immenses trésors ont été découverts dans les loges parisiennes abandonnées du Grand Orient et de la Grande Loge de France. Je reprends ces mots. Une information par la suite utilisée par les services de propagande du Troisième Reich, comme dans ce film. Ce temple des loges a été découvert par nos troupes à Paris.
Les francs-maçons internationaux s'entourent de symboliques enfantines et de broutilles idiotes. Derrière ce camouflage se cachaient de grosses transactions politiques et économiques qui permettaient à une clique de plutocrates finançant le trafic d'armes d'engendrer d'énormes gains en apportant la misère à des peuples entiers. Pour les nazis, les francs-maçons et les juifs sont les deux principaux responsables des malheurs du monde. Et ils deviennent immédiatement leur cible privilégiée. Le 17 août 1935, ils interdisent la franc-maçonnerie au nom du combat contre, selon leurs termes et leur vision du monde, une république judaïque mondiale. L'antimaçonnisme et l'antisémitisme sont au cœur de l'imaginaire de l'extrême droite en Allemagne, mais aussi partout en Europe. Parmi les livres de chevet de ces idéologues, on retrouve le protocole des sages de Sion, un soi-disant recueil de comptes rendus secrets qui organiserait la domination du monde par les juifs avec l'aide de la franc-maçonnerie et sa marche sur certains esprits. Ce faux est publié dans le monde entier, dont en Allemagne, et utilisé abondamment dans la propagande des groupuscules réactionnaires et fascistes d'Europe. En 1935, alors qu'Hitler dissout les loges maçonniques en France, un projet de loi similaire est présenté par les députés réactionnaires. Il est rejeté par les députés. 5 ans plus tard, dans le chaos d'Alleyroute, l'extrême droite française retrouve des couleurs. Dès le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, des idéologues et des personnalités des différents groupuscules investissent les cabinets de l'État français, sentiment de revanche, voire de vengeance chevillée au corps, contre la République qu'ils haïssent. Parmi ces hommes se trouve Bernard Faye. Titulaire de la chaire de civilisation américaine au Collège de France, défenseur du franquisme et auteur d'un ouvrage remarqué sur la franc-maçonnerie intitulé « La franc-maçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle », Faye rejoint Vichy dès le mois de juin 40. Très vite habitué des couloirs de l'hôtel du Parc où le gouvernement Fellon a élu domicile, il devient l'une des personnalités influentes et obtient le poste prestigieux de directeur de la Bibliothèque nationale, qui va constituer l'un des outils de la répression et de la spoliation de la franc-maçonnerie. En effet, à l'image des autres pays annexés, la France est sommée par les autorités nazies de mettre en place des mesures répressives contre les frères. Dix jours plus tard, le 13 août 1940, le journal officiel publie une loi interdisant le principe des sociétés secrètes. Le 19 août, des décrets annoncent la dissolution de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France. Après la spoliation d'une partie des archives par les nazis, ce sont les autorités vichistes qui poursuivent la sale besogne avec la création du service des sociétés secrètes, basé en partie à la Bibliothèque nationale que dirige précisément Bernard Faye. Dans une lettre de mission signée par le maréchal Pétain, Faye est chargé du contrôle et de la centralisation des archives confisquées à l'ensemble des loges maçonniques, de Paris jusqu'à Lyon, mais aussi à Toulon, Marseille, Alger et bien d'autres villes. Grâce à ce butin, il crée un musée des sociétés secrètes au sein de la Bibliothèque nationale où il inventorie et centralise les ouvrages, le mobilier et l'ensemble des documents dérobés lors des pillages. L'objectif est d'étudier le passé des loges, mais aussi le présent. Pour cela, il met en place un inventaire de fiches très bien renseignées sur plus de 150 000 maçons de toutes les obédiences. 1 an après sa nomination, ce travail de police du service des sociétés secrètes est au cœur des nouvelles mesures répressives contre la franc-maçonnerie, avec la promulgation le 11 août 1941 d'une seconde loi anti-maçonnique qui met en place l'exclusion des maçons de la fonction publique et leur interdit tout mandat électif. Le lendemain de l'annonce de cette loi, une première liste de 18 000 personnes est publiée dans le journal officiel. Le même jour, le maréchal Pétain prend la parole à la radio. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Les ordres sont souvent mal exécutés. Dans une atmosphère de faux bruit et d'intrigue, les forces de redressement se découragent. D'autres tentent de se substituer à elles qui n'ont ni leur noblesse ni leur désintéressement. Au gouvernement qui m'entoure, je laisserai l'initiative nécessaire. J'entends toutefois lui tracer dans certains domaines une ligne très nette, et voici ce que j'ai décidé. Après l'annonce de la suspension des activités politiques en zone libre, le maréchal annonce ensuite les nouvelles mesures contre la franc-maçonnerie.
Les premières sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires coupables de fausses déclarations en matière de sociétés secrètes ont été prises. Les noms de ces fonctionnaires ont été publiés ce matin au journal officiel. Les titulaires des hauts grades maçonniques, dont une première liste vient d'être également publiée, ne pourront plus exercer aucune fonction publique. Pour accompagner ces mesures répressives, le régime met en place plusieurs outils de propagande, dont la publication dès octobre 1941 d'une revue anti-maçonnique destinée à démonter le supposé complot maçonnique à partir des archives confisquées, dont la revue promet de publier les documents. Dans le même esprit, le régime organise de grandes expositions sur les ennemis de la Révolution nationale. Avant celle sur le juif et la France, ou le bolchevisme contre l'Europe, ce sont les titres, les autorités vichistes, aidées par les forces occupantes, organisent en octobre 1940 une grande exposition au Petit Palais, expo intitulée « La franc-maçonnerie dévoilée ». Pour les curieux qui s'y aventurent, une promesse d'envergure est affichée à l'entrée. Nous venons dissiper un mensonge. À l'intérieur, les Parisiens découvrent des reconstitutions plus ou moins folkloriques de temples et d'ateliers de diverses obédiences. Dans certaines salles, on y voit des mannequins en costume, les yeux bandés, des crânes humains, des dagues et une succession de symboles, de triangles, de compas, ainsi que des menorahs, les chandeliers juifs. Après le succès parisien, les autorités organisent des événements semblables, dont la radio d'État fait la publicité, comme lors de ce spot qui annonce l'arrivée de l'expo anti-maçonnique à Bordeaux. La reconstitution du grand temple de Bordeaux, de la rue Ségalier, avec tous les meubles, les décors, les statues, les portraits, rien que cela. Non, sans blague. Mais nos petits frères bordelais vont en faire une. Je vais y aller tout de suite, dites. Alors, c'est l'exposition. Ah, dites-moi, mais justement, j'ai la guise de vous voir, vous savez, mais parce que vous m'avez donné un fameux conseil. Eh bien, j'en suis très heureux. C'est une merveille, monsieur. Et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Parce que rappelez-vous qu'à Bordeaux, vous savez, il y en a beaucoup comme moi qui avaient les yeux fermés et que ça les a ouverts parce qu'on y voit des choses terribles là-dedans. Mais comment on a fait pour reconstituer tout ça? Ah bien, mon cher, qu'est-ce que vous voulez? On s'en est occupé. On a été prendre dans les loges les mobiliers. On vous a montré cela avec les documents. Mais vous savez que vous avez fait un travail, là, que tous les Français doivent vous en garder une reconnaissance éternelle. Ah, ça, mon cher. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Dites, vous avez vu ces planches à clous, mais c'était pire que des fakirs, ces types-là. Ils en avaient des trucs, des têtes de mort partout, des squelettes partout, mais ils ne vivaient qu'avec la mort. Ah, je crois que ce pauvre peuple a été salement induit en erreur, vous savez. Enfin, grâce à vous autres, peut-être, il y aura un peu plus de clairvoyance, on comprendra mieux les choses, et l'avenir sera sûrement plus beau pour tous. Enfin, il faut l'espérer. En 1943, c'est dans les salles obscures que l'anti-maçonnerie devient un succès, avec la sortie du film Forces occultes, commandité par la propagande nazie en zone occupée. Ce film raconte l'histoire d'un jeune député séduit par la franc-maçonnerie et qui découvre, trop tard, la volonté de l'organisation de déclencher la guerre pour gouverner le monde et, bien sûr, en secret. Les malheureux, s'ils savaient ce que je sais. Mes frères, nous pouvons affirmer en toute sérénité que la franc-maçonnerie universelle a présentement atteint son but. Cette guerre qui est la nôtre est déclarée. Elle doit aboutir au triomphe de notre ordre. Il importe que le monde soit définitivement gouverné selon nos méthodes et par nos idées. Puisqu'il est minuit et que nous avons accompli notre œuvre, je déclare les travaux clos avant toute la guerre. Retirons-nous en paix, mes frères, sous la loi du silence. En Allemagne, les archives françaises polies, dont celles de la franc-maçonnerie, permettent d'alimenter également la propagande, les services d'espionnage et de renseignement, mais aussi de satisfaire l'imaginaire mystique d'une partie des idéologues nazis, dont Himmler. Dans son château de Wewelsburg, le chef des SS rajoute à son abondante bibliothèque ésotérique une partie des archives et des livres de la franc-maçonnerie dérobés dans toute l'Europe. Pour certains dignitaires et hauts responsables nazis, la franc-maçonnerie cache dans ses loges des secrets mystiques source de son pouvoir et de son influence. Dès 1943, Berlin est sous les bombes de façon quotidienne. Alors, pour protéger leur butin de guerre, les Allemands décrètent le départ des archives européennes, dont les archives françaises, vers des endroits plus sûrs en Allemagne.
Certains sont évacués en direction de l'école supérieure de Francfort, d'autres en Pologne, dans un château isolé de Silésie, près de Glogau, ou dans les mines de sel, sur le territoire des Sudètes. La fin de la guerre est proche. Le 25 août 1944, en France, 3 jours après le début de l'insurrection de Paris, les francs-maçons du Grand Orient de France reprennent possession de l'immeuble au 16 rue Cadet. À l'intérieur, les étagères et les armoires sont vides. Leur mémoire a disparu. 1 an plus tard, n'ayant pas les moyens de les conserver, les francs-maçons font don des archives spoliées par les vichistes à la Bibliothèque nationale. Le 8 mai 1945, enfin, les canons se taisent. Et comme sur les Champs-Élysées, le temps est à la fête. Le général de Gaulle vient de terminer son discours, les hymnes nationaux viennent de retentir à la TSF, et en bas du bâtiment de la radio du 118 Champs-Élysées, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont groupées pour attendre les dernières nouvelles. Tout le monde entend la Marseillaise que vient de diffuser la radio. La circulation sur les Champs-Élysées est absolument interrompue. Les MP et les agents font ce qu'ils peuvent pour endiguer le flot des voitures. Je crois que mieux des paroles, l'enthousiasme de la foule vous donnera une idée exacte de ce que toujours dit l'enthousiasme du peuple de Paris. Rien ne manque à la fête, le soleil est resplendissant, les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées, toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains, et enfin retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris! Sans qu'on le sache, et pendant ce temps, et à des milliers de kilomètres de là, 28 wagons de matériel français et polonais se dirigent vers Moscou. Durant cette dernière année de guerre, selon une note secrète de l'administration soviétique, près de 400 000 wagons en charge du transfert des biens industriels ou culturels récupérés par l'armée rouge sur le territoire du Reich partent vers l'URSS. Dans ces wagons se loge une partie du patrimoine français dont la mémoire de la franc-maçonnerie volée par les Allemands. D'où cette question. Quand le secret du trésor de guerre des Russes sera-t-il découvert ? Berlin, qui était autrefois la capitale la plus laide d'Europe, est aujourd'hui l'ex-capitale la plus démolie. Et maintenant, les vainqueurs viennent rejoindre dans la capitale du Reich l'armée rouge qui l'a conquise. Les chars américains arrivent les premiers. Dans la caserne de SS Adolf Hitler, Américains et Russes se rencontrent et célèbrent leur victoire commune. « 8 mai 1945, le Troisième Reich n'est plus. À Berlin, les bombardements ont cessé. C'est désormais dans ces ruines que cohabitent ses habitants, sous la responsabilité des 4 vainqueurs, les États-Unis, l'Angleterre, l'URSS et la France. Au lendemain de la capitulation, le temps est désormais à la paix, à la mise en place des mesures de l'armistice, au jugement des criminels de guerre et au retour des hommes et du patrimoine volé par l'occupant nazi. Dès le début de la guerre, la question des pillages du patrimoine requiert toute l'attention des Alliés. Les États-Unis, l'Angleterre et la France signent une déclaration commune pour la protection des biens culturels en Europe. Un accord qui stipule la remise des biens et des archives aux pays spoliés. Dès la capitulation allemande, les forces de l'Ouest rassemblent ce qui était trouvé par les forces alliées, classent et redonnent acquis de droit. Un seul pays allié, l'URSS, refuse de jouer le jeu et considère ses biens comme des prises de guerre. Tout au long de l'offensive de 1945, des commissions permanentes de l'armée rouge sont créées avec comme objectif la confiscation des armes et matériel en Allemagne et en Pologne. Et c'est ainsi qu'en plus des biens russes, biélorusses et ukrainiens, l'armée rouge met la main sur un grand nombre de documents européens dont beaucoup sont originaires de France. Combien ont-ils récupéré d'archives ? En 1945, les services soviétiques estiment le butin français à 300 000 unités, autrement dit, boîtes d'archives, documents officiels, livres, lettres, correspondances personnelles.
10 ans plus tard, en 1956, après un premier dépouillement, cette estimation est multipliée par 5. 1 543 000 unités spoliées en France, dont celles de la franc-maçonnerie, sont dès lors répertoriées dans les archives centrales spécialisées d'État. Pendant plus de 40 ans, les archives sont traduites, analysées, codifiées par les services du KGB, sans que personne en France ne doute que ces documents aient pu être sauvés des bombardements lors des derniers mois de la guerre. Et en 1989, alors que l'URSS vit ses dernières semaines, une chercheuse américaine, Patricia Kennedy Grimstead, découvre ces archives, presque par hasard, un jour d'octobre 1991, comme elle l'explique dans le documentaire « La mémoire volée des francs-maçons » de Jean-Pierre de Villers. C'était à la fin de 1990, en octobre. Je travaillais avec un collègue ukrainien qui avait accès aux archives. Il est sorti en courant et m'a dit « Mon Dieu, je ne peux pas faire ça. J'ai vu un tas de signatures de Beria. » Environ une semaine plus tard, j'ai reçu la permission de retourner dans les rayons pour voir ces documents. J'ai trouvé un dossier top secret à propos des saisies faites par les services de contre-espionnage russes. Beria avait envoyé des instructions pour qu'une équipe spéciale se rende dans un petit village de l'ancienne région des Sudètes. C'était en mai 1945. Ils ont rapporté 28 wagons, scellés bien sûr, remplis d'archives françaises. Historienne et archiviste reconnue de l'histoire soviétique, Patricia Kennedy Grimstead décide dès le mois d'octobre 1991 de révéler ce secret bien gardé lors d'une interview à l'hebdomadaire russe Literaturная Gazeta. En quelques jours, l'information est reprise par la presse occidentale et devient un sujet important des cercles diplomatiques et des services secrets européens, y compris à Paris. Après 1 an de négociations, un accord est signé le 12 novembre 1992 entre le ministre français des Affaires étrangères Roland Dumas et son homologue Andrei Kozyrev. Victime de cette spoliation, la France accepte quand même de financer le microfilmage des documents qui intéressent la Russie pour une somme de 4 millions de francs. 1 an plus tard, le 3 février 1994, 2 premiers camions chargés de 4000 cartons de documents quittent les murs de l'ancien centre des archives spéciales. Et c'est à ce moment-là qu'on en apprend un peu plus sur l'étendue des archives mises sous scellés par les Russes pendant près d'un demi-siècle. Il y aurait près de 7 km linéaires d'archives rescapées, dont celles de la SFIO et de certains syndicats, dont la CGT, les archives personnelles de Léon Blum, Georges Mandel, Victor Bache ou encore Marc Bloch, mais aussi la documentation privée des loges maçonniques françaises du XVIIIe siècle jusqu'à l'avant-guerre. Dans un entretien qu'il accorde au journal Le Monde, Rudolf Picoya, directeur du comité d'État des archives russes, promet qu'il ne s'agit que d'un premier convoi, oui, que d'autres suivront dans quelques semaines. Bien. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en ces temps de démantèlement de l'URSS, les promesses d'hier ne sont pas toujours celles du lendemain. Ainsi, en 1994, une partie des députés de la Douma, le Parlement russe, met fin au départ de ces convois. Et sous la pression de députés nationalistes conservateurs, le retour des archives françaises est stoppé. Car pour eux, ces archives font partie du patrimoine national de la Russie. Ils refusent que Boris Eltsine les brade pour quelques millions. Au lendemain de la chute de l'URSS, les archives spoliées de la Seconde Guerre mondiale deviennent une arme pour les diplomates russes qui s'en servent comme monnaie d'échange ou moyen de pression sur d'autres dossiers. Il faut attendre l'année 1997 pour que les choses évoluent, enfin. Et c'est le président de la République, Jacques Chirac, qui en informe personnellement Philippe Guglielmi, grand maître du Grand Orient de France. Dans une lettre datée de novembre 1997, le chef de l'État lui annonce que les discussions ont repris au sein d'un groupe de travail franco-russe pour obtenir la pleine exécution des accords de 1992, prévoyant le retour en France de toutes les archives spoliées par les nazis et emportées par l'armée rouge. Sans que l'opinion ou la presse n'en soit informée, à l'ombre de chaque déplacement français à Moscou, l'épineux dossier des archives de la Seconde Guerre mondiale est abordé, mais oui. En 1998, le Parlement russe lève l'embargo sur le retour des archives, mais dans le même temps, il nationalise les trésors culturels.
C'est en 2000, avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, que la crise des archives prend fin. La Russie conserve les biens des puissances de l'Axe en compensation de l'agression, mais accepte que les nations victimes récupèrent leurs biens. Et le 23 décembre 2000, les archives de la franc-maçonnerie retrouvent donc le chemin de la rue Cadet, mettant fin à un incroyable voyage de 60 ans entre Paris, Berlin et Moscou. Aujourd'hui, si vous souhaitez les consulter, il vous suffit de monter au 6e étage du Grand Orient de France. Qui sait, vous y trouverez peut-être des clés d'énigmes non résolues. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le vol, puis la récupération des archives de la franc-maçonnerie française est notre invité aujourd'hui, Gilbert Abergel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous siégez, vous êtes franc-maçon vous-même, bien sûr, vous siégez au sein de la loge Roger Loret du Grand Orient, donc vous êtes le président, je crois qu'on dit vénérable. Hein, on dit vénérable. On dit vénérable. Alors surtout, vous étiez un grand maître du Grand Orient de France, vous êtes vraiment le patron de cette obédience de 1992 à 1994. Vous vous êtes donc retrouvé au cœur de cette affaire, mais c'est presque faux quand je dis vous êtes retrouvé. Vous avez pris l'initiative quand vous étiez grand maître. Alors pourquoi vous avez dit maintenant ça suffit, vous avez eu la puce à l'oreille, comme qu'on pouvait les récupérer. Comment ça s'est passé? Bien, nous étions à cette période où la maçonnerie renaissait de ses cendres dans les pays d'Europe centrale et orientale, et le Grand Orient de France, avec d'autres obédiences, était actif. Donc nous étions très sensibles à tout ce qui pouvait se passer de l'autre côté de ce qui était autrefois le mur de l'Est. Et lorsque nous avons eu connaissance de l'existence de ces archives, nous n'avions aucune conscience de ce que cela pouvait représenter. C'est-à-dire qu'il y a eu des découvertes. Hein. Et à ce moment-là, sur le conseil de l'un des conseillers de l'ordre, j'ai écrit un courrier, tout simplement, au ministre des Affaires étrangères, c'était Monsieur Dumas, qui m'a reçu ensuite. Je lui ai fait part donc de notre souhait de retrouver les archives maçonniques, mais sans avoir d'idée précise sur leur véritable contenu. Roland Dumas a pris acte, il a dit très bien. J'ai renouvelé cette demande auprès de Monsieur Balladur, qui a aussi accusé réception, qui a écrit un courrier. Donc il était... Après. C'est-à-dire c'est fait sur 2 périodes. Donc il était Premier ministre ensuite. Il était Premier ministre, au moment où Monsieur Balladur était Premier ministre, au moment de la cohabitation. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. On a reconnu l'existence de ces archives. Et ensuite, il y a toute une période de quelques mois d'incertitudes qui se sont écoulées, des mois pendant lesquels nous avons été contactés par des Russes, soi-disant émissaires, dont on nous avait demandé de nous méfier, qui parlaient de cession à titre onéreux, avec un rendez-vous assez bizarre avec des représentants de l'ambassade de Russie au cercle militaire. On était dans un brouillard total. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'en a plus entendu parler. Et donc vous vous êtes dit quoi? C'est fini, quoi. On n'y arrivera pas. On s'est dit, c'est peut-être géré par les missions diplomatiques françaises et russes, et peut-être que les choses sont en train de se faire, mais on a perdu le fil, en quelque sorte. On a perdu le fil. Alors le 23 décembre, il est arrivé comme ça, d'un seul coup, on perd le fil, et puis d'un seul coup, ça vient. Alors, il y avait eu d'abord la lettre de Jacques Chirac. Hein. Oui, je voudrais dire que j'ai été à l'origine de cette initiative. Mais tous les grands maîtres qui m'ont succédé ont poursuivi cette recherche de récupération des archives maçonniques. Donc Jacques Chirac écrit à Philippe Guglielmi, et là on dit tiens, le dossier n'est pas enterré. Ouais. Voilà. Et ensuite, comme votre reportage l'a bien démontré, surprise, un soir, fête de Noël, les cartons qui débarquent, et notre ami Pierre Mollier qui découvre avec étonnement et merveille d'ailleurs que ces archives recèlent des trésors. Des trésors. Incroyables. Et vous, quelle est votre réaction? Quelle est la réaction des autres membres du Grand Orient quand ça arrive? C'est un peu la fête, quoi. C'est quand même formidable. C'était la fête. Nous étions surpris. D'abord. Et les premiers à être surpris, c'était ceux qui s'intéressaient à l'histoire de la maçonnerie. Parce que cette affaire a relancé la curiosité pour l'histoire de la maçonnerie. Les thèses sont
sont nés, un certain nombre de chercheurs se sont intéressés, la recherche en maçonnologie, comme nous le disons, a été relancée, et nous nous sommes mis à travailler. Il faut dire que ces archives avaient été fort bien conservées par les autorités russes. Elles avaient été classées, mais suivant une méthode qui leur appartenait et que nous ne comprenions pas, qui était classée par ordre alphabétique, mais avec l'alphabet cyrillique. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore, bien sûr. Et toutes les archives ne sont pas revenues, on le sait. Et celle-là, vous comptez... Bon, vous avez retrouvé quand même l'essentiel, et il y a du travail à faire déjà sur cette matière-là. Voilà, il y a du travail à faire sur cette matière. L'origine de ces archives là aussi est diverse. Nous avions des archives qui avaient été prises au siège du Grand Orient de France, d'autres dans des loges, dans des Orients, puisque chaque loge pouvait disposer de ses propres archives, et certaines étaient bien plus importantes en qualité historique que celles dont nous disposions au secrétariat du Grand Orient de France. Il y avait des archives personnelles de certains francs-maçons qui conservaient chez eux des pièces d'une rareté absolue. Donc il a fallu mettre un peu d'ordre dans tout ça. La mémoire, j'imagine, tient une place importante dans la vie maçonnique, puisque, si j'ai bien compris, vous vous rattachez à une sorte de syncrétisme symbolique qui peut remonter très loin dans l'histoire. La mémoire, c'est, j'imagine, quelque chose d'important pour vous. La mémoire est très importante, mais là encore, il faut faire la différence entre ce qui est plus du mythe que de l'histoire. Oui. C'est vrai que l'imaginaire fonctionne beaucoup. D'ailleurs, un historien de la maçonnerie disait que le siècle des Lumières avait été aussi pour les francs-maçons le siècle des Illuminés, tant on assistait à un certain nombre de créations de rites plus bizarres les uns que les autres. On y reviendra, la franc-maçonnerie en tant que telle et aujourd'hui, parce que c'est intéressant. Anne-Hélène Verzeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre reporter. Alors, cette fois, donc, vous êtes allé au 16 de la rue Cadet, rencontrer quelqu'un qui en connaît un rayon, dites-nous ça. Voilà, c'était à Paris, au siège donc du Grand Orient de France, et là je m'attendais à voir un endroit un peu caché, avec une porte dérobée, pas du tout, non, c'est un grand immeuble, avec sur sa façade l'inscription Grand Orient de France, et deux drapeaux, un français et un européen, qui sont sur cette façade. Et c'est là qu'on retrouve donc Pierre Mollier, responsable des archives du Grand Orient, et qui nous emmène dans la salle des archives au 6e étage. Et qui est formidable, qui parle comme un livre, ce monsieur-là. On va l'entendre, justement. On écoute votre reportage. Ça sent, dans cette salle, c'est une petite pièce, et ça sent vraiment les archives. Les archives. Il y a une odeur particulière. Ah oui, d'accord. Il y a combien de cartons ? 750. C'est impressionnant, ce sont des étagères qui montent jusqu'au plafond, 5 étagères. Alors donc ça, c'est la salle qui est consacrée aux archives dites russes, alors, qui n'ont rien de russe, qui n'ont été russes que pendant 50 ans. Et là, vous voyez, donc c'est ces boîtes en bois. Et écrites en russe. Et écrites en russe, où il est marqué « Archives spéciales centrales d'État ». Ces archives ont été conservées dans un département du KGB. Et par exemple, les historiens soviétiques de l'époque spécialistes de la France ne les connaissaient pas. Alors, Pierre Mollier, est-ce que vous vous souvenez de la première archive, du premier dossier que vous avez ouvert ce jour de décembre quand vous recevez ce fonds d'archives ? Alors, je m'en souviens très bien parce que c'est une histoire complètement extraordinaire. Donc, le 23 décembre, au Grand Orient, comme dans beaucoup de structures, c'était l'arbre de Noël. Et donc, ces archives sont arrivées au milieu des enfants qui couraient avec leurs cadeaux, etc. C'était tout à fait la grande émotion de voir arriver un camion plein de 750 boîtes d'archives. Et donc, j'ouvre la première boîte. Donc, on tire une petite ficelle, clac, ça fait sauter un petit seau. Et là, je tire un dossier, j'ouvre le dossier et je vois que c'est un dossier qui est consacré à la loge Les Neuf Sœurs. La loge Les Neuf Sœurs, c'est une loge mythique du XVIIIe siècle, une loge d'encyclopédistes qui a eu parmi ses membres Benjamin Franklin, qui a initié Voltaire et toute une série de gens un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont été des acteurs de la vie intellectuelle du XVIIIe siècle. Donc là, je me suis dit, bien, si les 700 boîtes sont comme ça, je n'y survivrai pas. Alors, les 700 boîtes avaient beaucoup de choses intéressantes, mais tout n'était pas de cette importance-là. Mais ça apporte beaucoup de détails sur l'histoire des loges, l'histoire des rites. Et donc, ça a vraiment enrichi l'histoire maçonnique. On peut regarder un peu les archives, là, les archives russes. On va prendre, alors, comme c'est le plus spectaculaire, on va prendre un document du XVIIIe siècle, oui, 1786, et donc c'est la loge La Sincérité des Cœurs, qui est alors Saint-Pierre de la Martinique, donc vous voyez, on est dans l'exotisme, et qui écrit à une loge de Bordeaux, donc effectivement les Antilles, Bordeaux, et ils font ce que faisaient beaucoup les loges à l'époque. La loge de la Martinique envoie à celle de Bordeaux la liste de ses responsables en disant voilà les frères que nous avons élus pour cette année, et c'était une façon d'entretenir les relations. Voilà, au nom
À la gloire du grand architecte de l'univers, au nom et sous les auspices du sérénissime grand maître, d'un lieu très éclairé où règne la paix, l'union et la bienfaisance, le 20e jour du 2e mois de l'an de la vraie lumière, 5783. Impressionnant, hein, la façon dont c'est présenté, c'est très officiel. Vous voyez, c'est une loge qui est à Bordeaux, on ne s'étonnera pas d'y voir beaucoup de capitaines. Pourquoi il y a beaucoup de capitaines, de négociants? Parce que c'est Bordeaux, Bordeaux, on trouvera la même chose à Marseille. Dans la diffusion de la franc-maçonnerie, les ports ont joué un grand rôle, parce que la franc-maçonnerie cherche à rapprocher les hommes et les femmes d'origines variées et diverses. Elle a un côté cosmopolite, comme on disait au XVIIIe siècle, et que naturellement, les ports sont le lieu par excellence du cosmopolitisme. Mais alors, vous pensez, vous, Pierre Mollier, que les Russes et auparavant les nazis ont feuilleté tous ces documents et ont trouvé des choses intéressantes pour eux, qui les confortaient dans leur idée que... On sait à peu près ce que les Allemands et ce que les Russes ont étudié. Alors, les Allemands semblent avoir... Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de temps, fort heureusement, mais donc, eux avaient une vraie curiosité pour l'histoire de la franc-maçonnerie. En revanche, les Soviétiques, eux, ne se sont intéressés qu'à l'histoire du mouvement ouvrier. Ah, là, il y a une petite pièce au fond encore. Ce sont des toutes petites pièces, hein. C'est justement les archives qui, elles, ne sont pas parties à Berlin puis à Moscou. Alors là, je vais donner quelques titres qui figurent sur ces boîtes. Candeur. Candeur, c'est typiquement un nom de loge du XVIIIe siècle. L'avenir. Les droits de l'homme, tout ça, c'est des loges de la Troisième République. Quand vous avez l'union parfaite, la concorde retrouvée, de ces noms un peu plus poétiques, etc., ça, ce sont des noms de loges anciennes. C'est un peu comme les prénoms des enfants, c'est qu'en connaissant le nom, on peut presque dire la date de création et l'ancienneté de la loge. Qu'est-ce que ça a de secret, tout ça, alors? Mais ça n'a rien de secret, c'est consultable par tout le monde. Mais alors, Pierre, en voyant le fond que vous avez là, en ouvrant les dossiers que vous avez ouverts, je me dis que les nazis ont dû être extrêmement déçus de ce qu'ils y ont trouvé. Probablement. Et par exemple, le Grand Orient de France entretenait, et entretient toujours d'ailleurs, des relations extrêmement cordiales et étroites avec le Grand Orient de Belgique. Et donc, il y a les archives de ces relations. Et on pourrait se dire, voilà, un réseau international, cosmopolite, il devait se passer des mots d'ordre, etc. Et quand on regarde les archives, c'est du protocole, c'est des invitations à des banquets maçonniques, à des tenues, à des cérémonies. Mais vraiment, je pense qu'il y a des lieux où on fait plus la politique mondiale que ce type d'assemblée. On ne peut pas trouver dans l'histoire des éléments documentés pour expliquer le complot maçonnique. Voilà, Gilbert Abergel, je crois qu'on a fait le tour de ce grand tour fait par les archives pendant 60 ans, et il nous reste quelques minutes où je voudrais évoquer avec vous, merci Annelle Verzo pour le reportage, je voudrais évoquer avec vous, Gilbert Abergel, la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Alors, vivons cachés, vivons heureux, c'est bien, mais ça pose peut-être le problème de l'utilité des francs-maçons. Qu'apportent-ils de concret à cette société dont ils affirment travailler à l'amélioration? Alors, à quoi servez-vous? C'est un peu le symétrique de « mais ils sont partout ». C'est-à-dire que de toute façon, on se pose des questions. On se pose des questions sur l'utilité de la franc-maçonnerie. Et quand on n'a pas de réponse, on y apporte des réponses fantasmatiques. Alors, il faut dire que la franc-maçonnerie, elle a une histoire. On en parlait tout à l'heure. Que cette histoire de la franc-maçonnerie, elle connaît une évolution, une mutation au moment où les partis politiques sont autorisés en France, sont créés en France. Et du coup, la franc-maçonnerie se voit déchargée de cette mission qui consistait pour elle à travailler sur les textes de loi et à porter ces textes de loi devant les assemblées. Pour autant, la franc-maçonnerie ne disparaît pas, sa mission n'est plus la même, elle évolue. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette franc-maçonnerie, elle a une mission, une utilité qui se décline sur trois grands registres. D'abord, elle a un rôle de veille et d'alerte sur tout ce qui concerne la République laïque et solidaire. Il faut bien voir que l'histoire du Grand Orient de France se confond avec l'histoire de la République. Et à chaque fois que cette République et ses fondamentaux, la laïcité, la tolérance, l'ouverture sont menacés, elle se doit de prendre position, et elle le fait. Elle le fait systématiquement. Le grand maître actuel, Christophe Abbas, l'a fait dans sa conférence de presse. Le grand maître précédent, Daniel Keller, le faisait, tout comme le précédent, Guy Arcizet, et tous les grands maîtres qui se sont précédés. Donc, une alerte. Dès lors que les choses ne sont plus conformes à l'idée que nous nous faisons de l'humanité, il faut prendre position. Vous avez du pain sur la planche en ce moment, avec le débat sur la laïcité. On a du pain sur la planche, et aussi pour dénoncer les impostures, parce que la laïcité, qui est aujourd'hui utilisée comme levier de haine,
républicaine, ce n'est pas du tout la laïcité qui est constitutive de notre République. La laïcité, elle est aujourd'hui instrumentalisée. Et elle est instrumentalisée de telle sorte que on lui prête un certain nombre de vertus qu'elle n'a pas et de pouvoirs qu'elle n'a pas. Alors, vous étiez sur 3 points, on va aller voilà. Donc le second point. Il ne nous reste plus que 3 minutes malheureusement. Voilà, et bien, écoutez, on va aller très vite. D'abord, les outils de la franc-maçonnerie, c'est le verbe. C'est le verbe, c'est le travail sur le sens, c'est la pensée. C'est là que la franc-maçonnerie organise un certain nombre de colloques, elle s'ouvre, elle fait part de ses préoccupations. Elle le dit haut et fort, et contrairement à ce qu'on peut penser, elle s'exprime, il y a un site, il y a des publications qui montrent que la franc-maçonnerie est toujours au fait de son temps. Et puis le troisième point, j'ai envie de dire que c'est peut-être le plus important, c'est que les francs-maçons, on dit qu'il n'y a pas de pouvoir politique de la franc-maçonnerie, il y a un pouvoir politique des francs-maçons. Et les francs-maçons se doivent de participer à la vie politique en allant dans tous les partis politiques républicains, en donnant force un peu à l'économie sociale, en étant dans les leviers de l'économie, en étant dans le monde associatif, en faisant valoir partout où ils le peuvent les principes de notre obéissance. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'y vois quand même un encouragement à la démarche individuelle, c'est-à-dire vraiment une démarche individuelle. Dans un cadre, il y a un cadre, et après c'est à chacun d'essayer d'améliorer le monde. Mais c'est avant tout une démarche individuelle. C'est avant tout le rôle de représentant de l'histoire est dévolu donc à l'institution, au Conseil de l'Ordre, à son grand maître qui s'exprime. Mais l'action au quotidien, c'est une action de francs-maçons qui ont recueilli au sein de leur loge les enseignements et les valeurs auxquelles ils sont attachés, qui les mettent en œuvre au quotidien. Alors pourquoi, lorsqu'on vous entend parler comme ça, on entend une démarche intellectuelle, individuelle et intellectuelle. Or, quand on voit dans les hebdos, par exemple, des débats sur la laïcité, c'est quand même l'un de vos axes de travail importants. Alors, il y a tout un tas d'experts, mais il y a rarement un franc-maçon ou un dignitaire de la franc-maçonnerie qui vient parler au nom de la franc-maçonnerie. En gros, c'est constamment, quand on parle de vous, c'est pour les réseaux, l'influence réelle ou supposée, mais rarement pour le fond. Alors vous allez me dire, faut demander ça aux journalistes peut-être, mais peut-être que vous n'êtes pas sollicité, que vous ne savez pas être sollicité. Mais je crois que, d'abord, je pense que vous faites erreur. À chaque fois que les grands maîtres sont invités sur les plateaux, ils y vont. Daniel Keller a même fait le petit journal l'année dernière, donc et pas pour plaisanter, mais pour réellement parler des valeurs de la franc-maçonnerie. Chaque fois que nous le pouvons, nous le faisons. Il faut dire aussi que ce discours n'est pas toujours audible. Il m'est arrivé dans un entretien avec un grand patron de presse de lui dire, mais attendez, pourquoi est-ce que vous vous contentez des ragots sur la franc-maçonnerie? Vous savez que nous travaillons à l'amélioration, etc. Il me dit, mais attendez, c'est pas ça qui intéresse le lecteur. Donc, le fantasme maçonnique, les réseaux, ça existe encore. Ça existe encore, c'est à l'œuvre. Je vous rappelle quand même que pendant les manifestations sur... Pardon, c'est les fantasmes qui existent ou les réseaux? Les fantasmes. Les fantasmes sur les réseaux. Les fantasmes sur les réseaux. Nous avons eu droit à des manifestations il y a quelque temps avec la Manif pour tous, de gens qui étaient en bas du siège Henri Cadet, les maçons en prison. Donc ça revient, si vous voulez. Le complot judéo-maçonnique n'est pas mort dans l'imaginaire d'un certain nombre de réactionnaires. Alors, on va terminer par quelque chose qui, là, n'est pas du domaine du fantasme ou de la supposition, mais de la réalité historique. Quelles sont finalement les lois majeures de l'histoire de la République qui ont été inspirées par la franc-maçonnerie? Alors, il y a la séparation de l'Église et de l'État, évidemment, en 1905, ça paraît évident, mais il y en a d'autres? Alors, il y a bien sûr la séparation de l'Église et de l'État, il y a toute une série de lois sociales, il y a tout le travail qui a été fait par notre frère Henri Caillavet sur le divorce par consentement mutuel, toutes les lois de... Lucien Neuwirth était... Neuwirth, absolument. Pierre Simon aussi. Lucien Neuwirth pour la pilule. Pour la pilule. Pierre Simon pour l'avortement et la pilule, pour tout ce qui concerne la contraception. Nous avons eu ensuite, sur l'œuvre d'Henri Caillavet n'a pas pu être menée à son terme parce que lui, il était pour un droit à mourir dans la dignité totale. Bon, bref, mais il a fait avancer quand même cette question-là. Il faut dire aussi que pendant les mois qui ont précédé l'avènement de la gauche au pouvoir en 81, les loges du Grand Orient de France étaient de véritables laboratoires au sein duquel on élaborait les fondamentaux de l'école de la République, de celle dont on voulait. On a, hélas, été déçus. Bon, voilà. Mais il y a encore du chemin à faire. Mais ce sera le dernier mot, Gilbert Abergel, parce que, ici à la radio, je ne sais pas si en franc-maçonnerie vous prenez le temps de parler, mais ici à la radio, on prend le temps, mais après l'heure, c'est plus l'heure. On prend le temps, hélas. Merci, Gilbert Abergel. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, les archives de la franc-maçonnerie.